Pour terminer cette matinée, je vais inviter Fabrice d'Almeida à nous rejoindre. Fabrice d'Almeida, vous le connaissez très certainement. C'est un historien, en particulier qui parle beaucoup et qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire politique notamment, et il est professeur à l'université de Paris 2, je crois, c'est-à-dire Panthéon Assas, et vous le voyez assez régulièrement à la télévision, notamment très régulièrement sur BFM TV, l'histoire en direct. Il va nous apporter la conclusion de cette matinée, et vous allez sans doute voir que c'est une conclusion qui est en forme d'ouverture. Fabrice, à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous ce matin. Je suis un peu le novice d'une certaine manière, parce qu'en écoutant toutes les catégories qui ont été données aussi bien par Denis Bédard que par les orateurs précédents, je me suis rendu compte que j'étais très loin du compte dans ma pratique du numérique. Il y a trois idées que j'ai retenues en écoutant les différents propos. La première d'abord, c'est que toute notre activité est sous-tendue par une certaine conception des élèves, des étudiants. On les pense tantôt actifs, tantôt passifs, tantôt volontaires, tantôt au contraire réfractaires. Et donc une bonne partie de notre approche des technologies numériques et de la façon dont on peut les utiliser en matière pédagogique, je crois, dépend de ça. Et au fond, là-dessus, nous sommes un peu tous tributaires des élèves que nous avons en face de nous. Moi, j'ai des étudiants qui sont très actifs, donc j'ai tendance à penser que je pourrais utiliser davantage cela. Et en même temps, d'expérience, il m'est arrivé de me rendre compte, quand on mettait des matériels à disposition, que quand on arrivait aux séances, ils ne les utilisaient pas. Donc vous voyez, la conception de l'élève qu'on peut avoir est très importante. Deuxième élément, s'il y a une conception de l'élève, il y a une conception de l'enseignant. Alors, on a souvent tendance à le regarder par rapport à nous. Dans les statistiques qui ont été données tout à l'heure, j'ai trouvé que vous étiez un public, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants ici, beaucoup plus en avance par rapport à moi. Je me suis senti tout d'un coup, il y avait visiblement des compétences en matière de vocabulaire que je n'ai pas. Donc je me suis dit que, quelle conception on a de l'enseignant, quelle conception on a de son rôle. Est-ce que c'est un accompagnateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un partenaire? Est-ce que c'est au contraire un professeur au sens fort? Moi, je me sens bien professeur. J'aime bien le cours magistral. Et je dois avouer que justement, peut-être, il faudrait que j'ai davantage de logique interactive. Et puis, évidemment, il y a deux autres éléments qui ont percé. Le premier qui a été beaucoup développé, il y a eu une belle question tout à l'heure d'ailleurs, sur quel numérique? Le numérique connecté, le virtuel, la réalité augmentée, etc. C'est vrai que c'est très différent. Et puis la dernière question qu'on a peu travaillée, c'est quel savoir? Et qui est au fond une question qui, je dirais, est peut-être la plus lacérante depuis une trentaine d'années, puisqu'il y a un désaccord radical sur la conception que nous avons de la culture. Et vous savez bien que l'une des batailles qui régulièrement agite l'ensemble du monde médiatique, c'est justement de savoir si on a une conception très progressiste, ouverte de la culture, ou au contraire, une conception de la culture très attachée au classique, avec une défense d'un certain nombre de disciplines qui, justement, dans le contexte actuel, paraissent menacées. Donc je crois que cette question-là, on l'a un peu laissée de côté, il faudra y revenir. Alors si je dis ça, c'est parce que, fort des enseignements que j'ai eus dans cette matinée, je me suis dit qu'il y avait peut-être une manière d'utiliser des nouvelles technologies qui pourrait animer notre relation. Et je me suis dit, il y a un certain nombre de questions qui ont été laissées en suspens ce matin. J'ai vu des mains se lever qui n'ont pas pu être appelées. Donc ce que je vous propose, je vous donne un mail. Donc c'est fabrice.dalmeda1@gmail.com. Je vois que personne n'a noté, donc personne ne va le faire. Ça montre à quel type de public j'ai affaire. Et donc, ceux qui ont des questions qui sont liées à la mémoire, etc., vous me les écrivez maintenant ou pendant la période du déjeuner. Et moi, j'essaierai, puisque je dois animer la période de cet après-midi, qui synthétise en partie les travaux qu'on a vus ce matin dans la première heure, j'essaierai de m'en servir pour pousser les orateurs de cet après-midi, soit à vous apporter des réponses, soit à essayer d'apporter des éclairages. Et j'essaierai de glisser un peu ça. Donc vous voyez qu'on est dans l'interaction ici. Trop cool. Bon. Tout d'un coup, vous le voulez? Voilà un mauvais étudiant. Pourtant, je parle lentement. Donc Fabrice,
.dalmeida, D-A-L-M-E-I-D-A 1 @gmail.com. Comme j'ai sur mon téléphone portable, j'aurai pas trop de problèmes pour lire les questions. J'essaierai de regrouper ça par famille cet après-midi. Et même si on a prévu un plan qui reprend quelques idées qu'on a pu croiser ce matin, on pourra ajuster et voilà. J'avais envie de dire un peu en provocation, puisque la première a marché, que comme je ne vais pas avoir beaucoup de questions, ce ne sera pas très difficile d'insérer ça. On va voir si vous êtes des bons stalkers. La deuxième idée qui m'est apparue, mais là c'est plus l'historien qui parle, c'est qu'au fond, sur ce rapport entre éducation et numérique, on commence quand même maintenant à avoir une grande profondeur. Et il me semble que c'est assez frappant de voir qu'on avait déjà dans les années 80 des enseignants qui utilisaient très largement le numérique pour faire cours, même s'ils avaient peu de moyens, donc c'était un peu les innovateurs, les zélés. Et puis, comment dans les années 90, il y a eu tout un tas d'organisations, je pense au CNDP, je pense aux INRP, qui ont essayé de pousser à avoir un certain nombre de pratiques qui soient mises en place. Et puis, depuis les années 2000, ça s'est très largement diffusé. Mais la question que je me suis posée, un petit peu, j'allais dire presque en termes d'autocritique, c'est quels sont les facteurs de résistance? Qu'est-ce qui fait que, même si on voit qu'il y a une histoire longue maintenant, on se rend compte malgré tout qu'on a atteint une forme de seuil. Alors il y a quelques personnes qui sont un peu plus en avant, alors il y en avait dans cette salle, notamment parmi les orateurs, mais on se rend compte quand même que une bonne partie de mes collègues, quand je vois dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement secondaire aussi, dans la discipline qui est la mienne, en histoire, qui n'est pas forcément une des disciplines les plus réfractaires à la technologie, mais qui n'est pas non plus une des disciplines la plus en avant. Je ne dis pas réfractaire parce qu'on a souvent besoin d'outils en histoire-géographie qui sont soit des cartes, soit des courbes statistiques, soit des petites animations, soit d'utiliser de l'image fixe ou mobile pour présenter aux étudiants. Donc on n'est pas les plus coincés, bon. Mais on n'est pas non plus ceux qui courent le plus vers ça, puisque au fond, notre formation, la plupart du temps, originale, initiale, n'a pas été extrêmement imprégnée par les technologies. On nous a pratiquement, d'une certaine manière, surtout pour ceux qui ont travaillé en histoire médiévale ou antique, appris des techniques très précises pour réaliser un calque. Donc vous voyez qu'on travaille sur papier, sur l'épigraphie, pour comprendre comment on doit traiter un document qui a eu des couches successives, c'est-à-dire comment traiter un palimpseste, comme on dit. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour analyser une écriture, donc manuscrite. Donc voilà, on a eu des techniques comme ça, mais on n'a pas forcément beaucoup utilisé le numérique. Donc je me dis, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait comme impulsion supplémentaire? Alors il y a un orateur qui l'a dit, je crois qu'effectivement, et Bédard l'a repris aussi. Il a dit qu'il était sans doute nécessaire aujourd'hui qu'il y ait un effort de formation supplémentaire. Je suis assez convaincu de ça. Je le suis d'autant plus qu'il se trouve que je dirige une formation qui est un master donc en sciences de l'information et de la communication, et c'est un master ouvert à l'apprentissage. Et donc j'ai régulièrement des réunions que je vais appeler des réunions d'humiliation. Je me retrouve avec d'autres collègues, en général des scientifiques, des gens de Paris 6, super actifs et tout, qui me parlent de logiciels, qui me parlent d'outils que je ne connais pas, le tableau numérique, etc. Et donc je me dis qu'en fait, j'ai un vrai problème, je souffre moi d'un vrai problème de formation. Et je me dis que je ne dois pas être le seul, qu'il y a un certain nombre de collègues. Et quand je regarde vers le secondaire, la formation des enseignants, je le dis de manière provocante, mais ce qui m'a frappé, c'est que l'an passé, le grand plan de formation qui a été développé, c'est un plan de formation à la morale. Et j'ai tendance à considérer que c'est peut-être pas suffisant et que c'est peut-être pas l'outil prioritaire. Alors je sais que c'est une position politique et vous êtes autorisé à en avoir une autre, mais j'ai l'impression qu'il manque, et qu'il manque furieusement, une formation pour les gens d'une génération quand même issue du baby-boom, donc assez nombreux, qui restent encore demandeurs de numérique. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être avec vous aujourd'hui, en parfait novice, et d'écouter et éventuellement de questionner les orateurs cet après-midi. Donc je servirai un peu de relais après cette matinée pour que nous puissions avoir une après-midi qui nous enrichisse avant que vous alliez dans les ateliers, bien sûr. Voilà, à tout à l'heure.